Alors, je suis enfin de retour de Genève après Watches and Wonders avec le reste de notre équipe. Nous étions sur place ces 9 à 10 derniers jours à Genève. J'ai pu voir beaucoup de montres différentes. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques-uns de mes coups de cœur personnels du salon. Donc, nous avons environ 15 à 20 de mes montres préférées du salon. Nous allons regarder une variété de prix différents, du moins au salon, mais il faut garder à l'esprit que le salon est axé sur l'horlogerie de luxe, donc les choses vont être un peu plus orientées vers le haut de gamme ici. Nous allons examiner une variété de marques différentes, de styles différents, certaines étant plus des montres conceptuelles, d'autres étant plus commercialement viables pour un plus grand nombre de personnes. Donc, nous allons toutes les passer en revue aujourd'hui. Mais aussi, j'avais toute une équipe avec moi sur place à Genève pour Watches and Wonders et nous avons vraiment travaillé dur pour mettre au point ce guide complet des salons. Voici comment cela fonctionne. Nous avons une présentation complète de toutes les différentes marques qui ont participé au salon avec leurs meilleurs modèles mis en avant de manière très facile à comprendre. Je pense que l'une des choses les plus difficiles avec ce salon, c'est de pouvoir identifier ce qui est nouveau, quelles sont toutes les marques dont je dois être au courant, qui participent. Il se passe tellement de choses. Si c'est votre cas, vous devriez vraiment jeter un œil à ça. Nous avons passé beaucoup de temps sur place à commencer à remplir tout cela pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qui a été présenté au salon. Si vous voulez jeter un œil à ça, c'est très facile. Il suffit d'aller le télécharger sur teddybaldizo.com. Ensuite, il y a juste deux petites choses à remplir, votre nom et votre adresse email, et on vous l'enverra et c'est tout bon. C'est la première fois que nous couvrons le salon de cette façon. Si cela vous plaît, dites-le nous, car je suis fier de ce que l'équipe a accompli en si peu de temps. Il y a beaucoup de choses à passer en revue quand on va à ce salon et qu'on essaye de découvrir les nouveautés. Si vous souhaitez en savoir plus, nous y avons consacré beaucoup de temps et vous en remercions. Très bien, commençons et parlons d'une marque à laquelle vous ne penseriez probablement pas spontanément, mais cette sortie de montre m'a vraiment surpris. Et il est très rare de voir des montres à Watches and Wonders à moins de 2000 $, mais c'est le cas ici avec l'Alpina Star Timer Pilot Automatic. Ce n'est donc pas une montre qui vous impressionnera par son excellence ou ses qualités mécaniques. Mais si vous voulez simplement une montre solide pour le prix, c'est là que cette montre a su se démarquer. Il y a tellement de marques qui se lancent dans des concepts ésotériques lors du salon que des approches simples comme celle-ci peuvent vraiment résonner et laisser une impression, comme ce fut le cas lorsque je repartais. C'est une montre qui se vend à moins de 1800 $. Elle a un diamètre de 40 mm, une épaisseur assez raisonnable et offre une étanchéité de 100 mètres. Il s'agit d'une refonte de la famille Star Timer, plus inspirée des montres de pilote et dotée d'un mouvement basé sur l'ajout Perret, avec une réserve de marche de 68 heures. Et puis, ma caractéristique préférée de cette montre, en dehors de la texture du cadran et de ce qui est présenté à l'avant, ce sont ces grands plots luminescents pour les index des heures. Si vous regardez cette montre sous un autre angle, je l'avais à mon poignet vers la fin du salon. Et c'était le vendredi du salon. J'avais vu tellement de montres différentes à ce moment-là. Et je l'ai simplement mise et je me suis dit « Wow, c'est une belle montre pour le prix. » Et c'est une montre dont je sais que la plupart des gens ne vont pas parler, mais qui m'a vraiment marqué alors que je quittais le stand. L'année dernière, lorsque nous avons vu la sortie des Nomos Club Sport Neomatic World Timers, ce sont probablement mes montres préférées du salon. Le prix n'avait pas vraiment d'importance en général. C'était simplement mes pièces préférées autour de 5000 $. Cette année, nous n'avons pas vu d'option en édition limitée disponible, mais nous avons vu un ajout supplémentaire au modèle de production standard. Donc, souvenez-vous, différentes éditions limitées ont été présentées l'an dernier, ainsi que 2 pièces de production standard en avril. Cette année, nous avons un nouveau modèle de production standard qui est sans doute mon préféré des 3. Les dimensions du boîtier restent familières. Épaisseur sous 10 mm, boîtier de 40 mm, longueur corne à corne de 48 mm, étanchéité sportive à 100 mètres et calibre DUW intégré. Donc tout cela entre en jeu ici comme nous l'avons constaté dans cette collection, mais avec une approche plus sobre cette fois-ci. Nous avions toutes ces couleurs l'année dernière, peut-être un peu plus audacieuses dans leur approche à ce niveau-là. Ici, c'est du Nomos plus traditionnel, discret à découvrir. Il y a suffisamment de côté sportif, mais pas au point de détourner l'attention de la présentation générale, ce qui permet à cette montre d'être portée au quotidien. Personnellement, je l'aime beaucoup. Parmi les modèles standards, elle impressionne moins que certaines éditions limitées aux couleurs plus audacieuses. Celle-ci est plus classique et je pense qu'elle plaira à beaucoup de gens. Et encore une fois, il n'en faut pas beaucoup pour impressionner quand on part d'une base aussi solide.
Les Club Sport Neomatic World Timers sont fantastiques et offrent sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix à environ 5 000 $ en horlogerie. L'une des surprises du salon, c'est que JLC a sorti, je suppose qu'on peut appeler ça une montre de sport. Oui, elle a une étanchéité de 50 mètres, pas 100, mais c'est un changement par rapport à la norme habituelle que l'on voit chez JLC. C'est la série Master Control Chronometer. Donc, au premier coup d'œil, quand on regarde ces montres, on pourrait penser qu'elles viennent peut-être d'une autre marque. Mais à présent, JLC se lance sur le créneau des bracelets intégrés, ce que certains jugent un peu tard. Mais JLC, en ce qui concerne ce qu'ils ont fait pour permettre à la montre de se différencier tout en restant superbe et fidèle à leur style de design, je pense qu'ils ont vraiment réussi leur coup ici. Il y a donc plusieurs étapes que vous pouvez gravir en ce qui concerne la complication affichée sur les Master Controls. D'abord, il y a la version standard avec la date, très simple comme son nom l'indique, puis la réserve de marche. Et je pense que c'est mon coup de cœur personnel pour toute cette collection. Ici, vous obtenez une montre qui présente cette très belle disposition avec deux affichages horizontaux, l'un pour la réserve de marche, l'autre pour l'affichage des secondes. Très épuré, symétrique et quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres montres sportives à bracelet intégré du marché. C'est cette montre qui m'a marqué parmi les trois car elle donnait vraiment l'impression d'apporter quelque chose de nouveau et je pense que JLC a une histoire avec la réserve de marche. Intégration ici très fluide. Puis, le calendrier perpétuel, aucun commentaire nécessaire. Magnifique. C'est quelque chose dont JLC est maître, sans mauvais jeu de mots, avec la collection Master Control. Maintenant, ces montres vont avoir des réserves de marche prolongées. Et un autre point intéressant à mentionner concernant ces nouvelles JLC, c'est qu'elles sont certifiées chronomètres. Cela inclut également leur test HPG. Donc, il s'agit également d'un test effectué sur la montre entièrement emboîtée. Nous connaissons déjà la norme des 1000 heures. Ici, on va tester la montre entièrement emboîtée. La tête de montre, et pas seulement le mouvement, est aussi certifiée chronomètre avec ce calibre. Cela apporte de nouveaux avantages plus sportifs à cette catégorie. Nous connaissons le design Polaris qui a toujours été un modèle auquel beaucoup de gens sont attachés si vous aimez JLC. Je pense que ce modèle peut attirer un collectionneur qui ne s'intéressait pas auparavant à la marque et qui a maintenant une raison de le faire. De plus, le design du bracelet va, vous savez, s'inspirer de nombreux modèles de sport intégrés, mais il a sa propre touche. Vous avez ce maillon central qui est conçu comme l'aiguille Dauphine. C'est quelque chose qui va représenter de nombreux designs de JLC, surtout dans la série Master Control. Je ne pense pas que le monde de l'horlogerie avait besoin d'une nouvelle montre de sport intégrée, mais JLC est une marque à qui je pardonne volontiers de rejoindre la fête. Et je pense qu'ils ont fait du bon travail en intégrant leur ADN stylistique à ce genre de montre. Donc au salon, vous êtes entouré de choses impressionnantes. Vous en êtes tellement inondé que vous commencez à perdre le sens de ce qui est normal. Et je pense qu'une montre qui représente cette idée mieux que presque tout ce que j'ai vu au salon était la Ulysse Nardin Super Freak. Oui, ce nom va parfaitement convenir à cette montre. Un autre aspect, je vais juste dire, je n'aime pas vraiment parler des présentations de la marque ou de la façon dont elle se positionne au salon parce que je ne me soucie pas vraiment de tout le spectacle à part les montres elles-mêmes. Mais ONU avait ses robots ambulants qui se promenaient dans le salon avec eux, portant une sorte de tenue super excentrique. C'était assez loufoque et ça attirait l'attention. Et puis, tu vas à leur stand et tu vois la montre exposée. Cette année marque le 25e anniversaire de la Freak qui va devenir l'icône principale de ONU. C'était une montre qui a transformé l'industrie horlogère à plusieurs niveaux, notamment en faisant avancer cet aspect plus audacieux de l'horlogerie indépendante. Elle a aussi été parmi les premières à utiliser le silicium, un élément clé de la conception de cet échappement permettant à la montre de fonctionner comme il le souhaitait avec ce carrousel. Ici, nous avons un énorme bond en termes de niveau. Nous avons 511 composants fabriqués en interne pour ce calibre. Vous avez deux tourbillons volants inclinés à 10 degrés ainsi que deux oscillateurs en silicium. Encore plus impressionnant, tout cela fonctionne avec un seul barillet et un différentiel. C'est un différentiel de 5 mm incroyablement petit qui va alimenter ces deux transmissions. Et puis, grâce à ce différentiel, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est ici que si l'un des oscillateurs commence à se désynchroniser par rapport à l'autre, peut-être que l'un d'eux subit un choc ou un effet lié à la position ou un changement d'amplitude pour l'un de ces deux tourbillons. Mais avec ce différentiel et la capacité de reconnaître qu'un des oscillateurs est désynchronisé par rapport à l'autre, on peut en fait faire la moyenne des deux et leur permettre de se resynchroniser à nouveau.
Maintenant, le mouvement et l'affichage sont absolument spectaculaires. En fait, elle se porte comme une montre traditionnelle, tout bien considéré, ce n'est pas une petite montre. Et puis, il y a une chose qui m'a vraiment marqué. Toutes ces billes, elles sont microscopiques. Le fait que ces horlogers aient pu intégrer ces billes, ils avaient comme une petite fiole dans le stand. Il y avait comme 10 000 de ces petites billes. Et c'était comme la pointe de mon pouce, toutes ces 10 000 billes différentes tenaient dedans. Donc ces composants dont j'ai parlé plus tôt, plus de 500 composants, sont réalisés à une échelle aussi minuscule. Des ingénieurs incroyables chez ONU et je leur tire mon chapeau pour avoir réussi ce coup-là. Un autre aspect sympa aussi que je n'avais pas remarqué tout de suite, c'est le disque des secondes rotatifs à l'extrémité de l'aiguille. Je n'avais même pas vu qu'il y avait la trotteuse avant un petit moment. J'étais vraiment impressionné par ce qui se passait mécaniquement avec ces deux tourbillons. Maintenant, on passe à un autre niveau d'horlogerie et c'est génial de voir cette marque au salon. Ils étaient absents de Watches and Wonders ces dernières années, mais cette année, ils sont présents. Je suis un grand fan de la marque. Voici Zinn qui a présenté de nouvelles montres. Ils ont sorti cette complication de chasseur qui était très intéressante car elle montre en fait la lumière de la Lune et les moments où vous pouvez réellement chasser parce qu'il y a des lois en Allemagne qui vous empêchent de sortir à certains moments. Je ne connaissais pas tous les détails, mais c'était cool à voir. Celle qui m'a le plus marqué était une offre d'entrée de gamme pour Zinn. On connaît la 104 et la 556. C'est la 544, plus précisément le modèle RS. Donc, elle est vendue un peu au-dessus de 2000 $ ici, 38,5 mm de diamètre et une épaisseur de 10,1 mm. Vous aviez la distance de corne à corne assez compacte compte tenu de cette taille de boîtier peu orthodoxe à 42 mm, étanchéité 200 mètres selon la norme Zinn. Et cela intègre également le mouvement automatique Sellita SW202. Donc, vous bénéficiez de cette réserve de marche prolongée. Nous avons vu Sellita mettre à jour les réserves de marche de base pour leur mouvement, donc Zinn saute sur l'occasion et le fait déjà. Donc, il s'agit d'un profil de boîtier qui va suivre le format de la silhouette du boîtier de la 144 dans la 244. Vous pouvez l'obtenir aussi bien sur un bracelet que sur un strap. Personnellement, je l'ai préféré dans la configuration avec bracelet et vous bénéficiez du micro-ajustement sans outil. Un autre petit détail subtil que vous pourriez ne pas remarquer concerne la trotteuse rouge qui va en fait recevoir de la peinture luminescente. Donc, lorsque vous allumez votre lampe de poche et que vous dirigez la lumière vers le cadran, le rouge ressemble un peu à un sabre laser. C'était vraiment cool à voir en action. Il ne m'en faut pas beaucoup pour m'enthousiasmer à Watches and Wonders, mais il s'agit simplement d'une nouvelle collection de Zen, donc une collection remarquable et qui ne va pas vous ruiner. Elle se situe juste autour de la barre des 2000 $. Il y a donc beaucoup d'engouement autour de Tudor cette année à Watches and Wonders. Qu'allait-il présenter lors du salon? Et je pense qu'il est aussi important de reconnaître que Tudor a une stratégie où ils lancent beaucoup de montres à Watches and Wonders, mais ensuite ils font des sorties tout au long de l'année. C'est comme ça qu'on a vu ce coloris Flamingo Blue les années précédentes. C'est simplement leur façon de faire. Ils créent des événements marquants tout au long de l'année. Mais l'un des plus grands événements du salon a été la Tudor Monarch. Tudor Monarch, la publication que nous avons faite à propos de cette montre, a eu le plus d'engagement de tout ce que nous avons publié sur Instagram pendant toute la semaine. Ce n'est pas surprenant car cette montre ne ressemble pas au Tudor traditionnel de ces 10 à 15 dernières années. Qu'y a-t-il de nouveau? Le nom Monarch, lui, n'est pas inédit. Cela remonte à l'histoire de Tudor et a été utilisé à différentes périodes. Le boîtier lui-même fait 39 mm, donc c'est une taille qu'on a déjà vue auparavant, mais la présentation du boîtier est complètement différente, tant au niveau de sa finition que de son aspect anguleux. C'est différent de tout autre boîtier Tudor que j'ai vu dans le catalogue moderne, mais même dans les anciens catalogues. C'est un boîtier au design agressif et soigné, avec des lignes et des cornes élégamment affinées. Le profil latéral présente aussi une certaine angularité où sur les flancs, il y a un point où les deux cornes s'étendent pour se rejoindre sur un plan séparé qui est plat, puis repartent vers les cornes. Il y a beaucoup d'angles ici. 11,9 mm d'épaisseur et 47,2 mm de corne à corne. Maintenant, à l'intérieur, vous avez le MT5662 dessus. Vous obtenez aussi une petite seconde à l'avant. Cette montre est certifiée Master Chronometer. 65 heures de réserve de marche, 100 mètres de résistance à l'eau et ensuite un nouveau bracelet qui s'ajoute à l'ensemble. Vous avez le système T-Fit côté boucle et ici un design à 2 maillons ou à maillons en H. 2 maillons, c'est la description technique qu'ils en donnent. Et vous avez cette couleur champagne foncé que Tudor appelle papyrus. Il y a un brossage vertical sur le dessus et des index appliqués pour les heures.
Et vous avez un mélange de chiffres romains et arabes, puis le blason Tudor à midi. Il y a quelques autres points intéressants à propos de cette montre que j'ai remarqué tout de suite. L'un d'eux, c'est la couronne et à quel point elle affleure le boîtier. C'est très différent des autres montres de plongée. Elle reste étanche à 100 mètres et possède un mouvement agréable à voir. La plupart des mouvements Tudor sont industriels, sans beaucoup de décoration comme les côtes de Genève ou le perlage sur ses calibres. Celui-ci est clairement un cran au-dessus et il est visible. Vous avez une finition côte de Genève sur les ponts centraux et un perlage en dessous sur la platine principale. Cela reste un mouvement à la finition très industrielle, mais il est à la hauteur pour sa gamme de prix et représente une amélioration par rapport à certains autres calibres MT que vous pouvez trouver sur le marché. L'année dernière, au salon Watches and Wonders, la vedette qui a suscité le plus de discussions était la Land Dweller. La Land Dweller a lancé l'échappement d'Innaples, un concept révolutionnaire pour Rolex et l'industrie. Découvrir une nouvelle collection Rolex reste toujours un événement. Cette année, il s'agissait plutôt de miser sur les classiques. On a vu le centenaire du boîtier Oyster. Vous avez vu de nouvelles itérations apparaître sur certains modèles standards de la famille Datejust, ainsi que le retour du Yachtmaster 2, ce sont probablement quelques-uns des points forts. Mais ma Rolex préférée cette année et l'une de mes montres favorites du salon est vraiment une pièce à voir en personne pour l'apprécier. J'ai adoré la porter et je ne pensais pas être ce genre de gars et je ne le suis peut-être pas, mais quand j'ai mis cette montre, je l'ai adorée. Il s'agit de la Rolex Day-Date 40 avec ce cadran vert en aventurine. En plus, elle reçoit un nouvel alliage d'or au passage. Parlons donc des nouveautés. Il s'agit de la Day-Date 40, mais la première chose qui me saute aux yeux, c'est ce qu'ils appellent leur Jubilee Gold. Et il s'agit d'un changement dans l'alliage d'or 18 carats, donc c'est un nouveau mélange maison pour Rolex. Ce que cela va faire, c'est combiner le jaune, le blanc et l'ève rose en un seul. Et lorsqu'on le voit au poignet, ces tons sont plus discrets. Il a une saturation de couleur plus douce, montrant davantage les aspects plus clairs du métal. C'est toujours chaleureux, mais moins prononcé que l'or jaune traditionnel ou l'ève rose. Je trouve que c'est absolument magnifique. Et si vous êtes quelqu'un d'un peu plus hésitant à envoyer le message que transmet habituellement une Day-Date en or jaune ou en ève rose, c'est un excellent compromis, car vous obtenez le meilleur de ces éléments sans être aussi tape à l'œil. Ensuite, on passe au cadran. La combinaison du métal et du cadran fonctionne très bien. Les cadrans en pierre ne sont plus aussi novateurs qu'avant. On en voit beaucoup de nos jours, mais celui-ci a vraiment attiré mon attention. Vous avez cette pierre d'aventurine verte qui dynamise vraiment l'ensemble et s'accorde parfaitement avec ce nouvel alliage. Les index en diamant baguette, c'est un parti pris. Ce n'est peut-être pas mon style, mais j'aimais tellement le boîtier et le cadran que je ne les ai pas remarqués au début. J'ai été tellement pris au dépourvu par la façon dont cette montre a été présentée que je ne l'ai même pas remarqué au début. Mais c'est une montre magnifique et si vous la voyez en personne, je pense que vous comprendrez ce dont je parle et pourquoi je suis aussi enthousiaste à son sujet. En 2025, Grand Seiko a sorti l'une des montres de l'année. C'était la Grand Seiko Ultra Haute Précision, la UFA, avec une précision de plus ou moins 20 secondes par an dans un nouveau boîtier de 37 mm. Que ferait-il en 2026? Une question que j'ai posée à Joe Kirk lors de la présentation de la UFA l'an dernier était « D'accord, un calibre plus petit ». On pourrait intégrer de nouvelles complications ou styles de montre dans un boîtier plus petit que ceux vus auparavant chez Grand Seiko. Et l'une des premières idées que j'avais en tête en posant cette question, c'était qu'il pourrait peut-être y avoir une nouvelle plongeuse de Grand Seiko avec un boîtier plus petit. Eh bien, 1 an plus tard, nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Nous avons vu la plongeuse UFA bénéficier de ce traitement dans un nouveau boîtier d'une taille de 40,8 mm. Donc, c'est davantage une montre de plongée de taille moyenne à 40 mm avec une longueur corne à corne d'environ 48 mm, une épaisseur inférieure à 13 mm et équipée du calibre UFA à l'intérieur avec une précision de plus ou moins 20 secondes par an et 2 cadrans différents. Donc, vous les appelez les Ushio 300. Vous avez un cadran bleu et un cadran vert, 300 mètres de résistance à l'eau et en plus un réglage rapide sur la boucle. Cela apportera aussi des améliorations au mécanisme de la boucle. Vous avez une extension de plongée intégrée à la boucle et en plus une fonction de verrouillage et de déverrouillage ainsi qu'un petit indicateur qui vous dira si c'est verrouillé ou déverrouillé du côté du logo Grand Seiko à l'opposé de cette extension. Et puis, un réglage à la volée sans avoir besoin d'outils, une construction de boîtier en titane, une magnifique lunette unidirectionnelle avec une rotation agréable et un insert de lunettes en céramique. Je ne sais pas laquelle je préfère.
J'ai d'abord choisi la verte car elle m'a attiré immédiatement, n'étant pas habitué aux montres de plongée vertes de Grand Seiko. Mais la bleue est peut-être plus adaptée au port quotidien, mais vous savez, c'est difficile. C'est dur de choisir laquelle est ma préférée entre ces deux-là. Ce sont certainement les vedettes du salon et je pense que beaucoup de passionnés de Grand Seiko seront ravis d'obtenir enfin la précision UFA dans une montre de plongée, surtout dans cette gamme d'environ 40 mm. Donc, quand je me déplaçais pendant Watches and Wonders, j'ai pris quelques Uber au cours de la semaine et il y avait cette publicité que je voyais tout le temps. C'était un peu injuste car c'était une de mes montres préférées du salon et elle apparaissait sans arrêt. Quand je commandais un Uber, je voyais toujours cette magnifique montre affichée. Et celle-ci, quand je l'ai essayée à mon poignet, c'était tout simplement incroyable. Voici la Cartier Santos Dumont en platine. C'est une montre qui rend hommage au nom Santos Dumont et à son héritage. On obtient ici une taille assez classique pour ses dimensions traditionnelles et à l'intérieur, on retrouve le calibre 430 MC. C'est un mouvement à remontage manuel extra plat. Il fait seulement 2,15 mm d'épaisseur. Il est dérivé du Piaget 430p et en platine. C'est ma préférence. Il a été proposé en plusieurs métaux, mais celui-ci était parfait à mon poignet. Le bracelet, sans doute la vedette, compte 394 maillons individuels. Il s'étend sur une rangée de 15 maillons d'est en ouest avec le bracelet qui fait seulement 1,15 mm d'épaisseur. Pour donner un contexte, l'épaisseur d'une pièce américaine de 2500 est de 1,75 mm, donc cela peut vous donner une idée de la finesse de ce bracelet quand vous le portez. On a l'impression de porter un bracelet en tissu tissé, ça ne ressemble même pas à un bracelet en métal ou en métal précieux, c'est tout simplement incroyable. Et si vous passez simplement votre doigt en dessous, désolé. Je parle de façon un peu romantique à quel point j'aime ce bracelet. Je ne suis pas fou, je vous le promets, mais cette montre était impressionnante. Avec elle, le cabochon rubis couronne le tout. L'ensemble fonctionne vraiment bien avec le boîtier en platine. Je pense que c'est là que l'ensemble fonctionne le mieux et c'était l'une de mes montres préférées du salon. Cette montre avait vraiment quelque chose de spécial quand on la portait. Donc, Tag Heuer était entièrement consacré à la Monaco cette année, l'Evergraph allait probablement être le principal sujet de discussion. C'est plutôt un produit phare pour la marque, mais c'est assez intéressant parce que cela a permis un nouveau mécanisme pour le chronographe, donc il possède ce mécanisme flexible. C'est plutôt comme un corps élastique qui permet un mouvement vif avec moins de friction par rapport au marteau traditionnel. Des cames en cœur et une roue à colonne assurent le démarrage, l'arrêt et la remise à zéro, mais je veux surtout me concentrer sur quelque chose de plus simple. C'est une Monaco de 39 mm en titane grade 5. Maintenant, l'un de mes défis chaque fois que j'essaye une Monaco, c'est que j'ai toujours adoré la silhouette du boîtier. C'est l'une des icônes de l'horlogerie et sans doute la montre la plus importante créée par Heuer. Certains diront la Carrera, mais pour moi, la Monaco est leur véritable icône. Mais en essayant ces montres, on est parfois surpris par la taille du boîtier au poignet. Ce n'est pas une petite montre, loin de là, mais maintenant avec le titane, cela crée une toute autre présence au poignet et c'est tellement plus agréable à porter. À l'intérieur, le TH2011 offre une réserve de marche de 80 heures et un mouvement à 4 Hz. Cela rappelle vraiment ses racines de 1969 dans sa présentation et son apparence. Tout ce style Steve McQueen, la couronne à 9 heures, ce qui ravit les puristes à cet égard, est très agréable à porter grâce à cette construction en titane. Celle-ci n'est pas forcément une nouveauté absolue, mais c'est une montre qui a vraiment belle allure en titane. Depuis quelques années, Vastron s'intéresse vraiment à la collection Overseas lors du Watches and Wonders. Cette année, nous avons découvert diverses pièces. L'une d'elles allait être l'Overseas extra plate en 39 mm, magnifique en platine, mais il y avait aussi la Vastron Overseas Dual Time. Celle-ci est connue sous le nom de Cardinal Point. Cela fait référence à 4 variantes de couleurs avec cette esthétique Dual Time. Donc, vous avez un diamètre de 41 mm, une épaisseur de 12,2 mm, une longueur corne à corne raisonnable, mais cela reste une montre assez grande et imposante avec 150 mètres de résistance à l'eau. À l'intérieur, vous avez le calibre Dual Time, le 510, mouvement portant le poinçon de Genève à l'intérieur, double fuseau horaire, indication AM-PM. Indicateur de l'heure du domicile, réserve de marche de 60 heures avec ce rotor en or 22 carats. Ce boîtier et ce bracelet en titane grade 5 offrent légèreté et fonctionnalité tout en maintenant l'identité sport de luxe et la finition haute horlogerie de la collection Overseas. Donc, 4 coloris différents visant à représenter les 4 points cardinaux. Au sud, vous avez le marron, au nord, le blanc, à l'est, le bleu et à l'ouest, le vert.
En 2019, ils ont sorti le modèle prototype porté au poignet du photographe d'aventure Corey Richards, cela étant maintenant ce principe général à différents coloris. Cette couleur orange complète la gamme et s'associe à chaque cadran grâce au poussoir latéral, facilitant le réglage en voyage. Je ne sais pas lequel j'ai préféré. C'était probablement entre le marron et le vert en fait, simplement parce que ceux-ci semblaient être de véritables nouveautés de la marque. J'ai toujours été un grand fan de l'Octo Finissimo et quelque chose qui m'a toujours un peu déçu la première fois que je l'ai essayé, c'est la façon dont la montre se portait. Ce n'est pas que la montre n'était pas phénoménale, mais vu la taille de mon poignet, je ne pouvais pas la porter et j'ai dû l'accepter. Certaines montres ne donnent pas la bonne sensation au poignet. Ceci a changé avec l'Octo Finissimo 37. C'est une refonte complète de la façon dont cette montre va se porter. Les proportions du boîtier de 40 mm peuvent paraître étranges si vous n'y êtes pas habitué ou n'avez pas le poignet adapté. J'étais dans ce cas. Mais maintenant, avec un boîtier de 37 mm, une épaisseur de 6,45 et une longueur corne à corne d'environ 45 mm, c'est une idée complètement nouvelle. En 2014, Bulgari a lancé l'Octo Finissimo, l'un des designs les plus innovants de l'horlogerie du 21e siècle. Votre réserve de marche est de 72 heures avec une fréquence de 20 et 1600 alternances par heure avec micro-rotor en platine et finition côte de Genève radiale. Toute l'architecture du mouvement est conçue pour permettre un boîtier plus compact, donc il va rester fin. Vous avez un boîtier en titane sablé avec un bracelet intégré, ce qui crée ce langage de design industriel monochrome et homogène où le boîtier et le bracelet sont structurellement continus plutôt que des composants séparés. Et le calibre est plutôt joli avec ce mouvement à micro-rotor, l'automatique BVF Sen. Les marques sont donc toujours à l'affût des anniversaires. C'est toujours pour eux l'occasion de rendre hommage à un design iconique de leur passé. Et IWC a eu beaucoup d'anniversaires cette année, dont 2 particulièrement notables. L'un portait sur l'ingénieur en 1976 qui célèbre aujourd'hui les 50 ans de cette famille de modèles. Mais un autre partenariat qu'il voulait célébrer était la série Le Petit Prince. Celle-ci a commencé en 2006 et nous avons vu une variété de mises à jour. Boîtier de 36 mm, la marque 20 de 40 mm. Nous avons vu un calendrier perpétuel de pilote en 41 et 43 mm. Mon préféré personnellement était cependant le boîtier en céramique de 40 et 1,9 mm, mais avec ce cadran bleu saisissant. Donc, le bleu va varier selon le modèle que vous regardez chez IWC dans la collection Le Petit Prince. Le boîtier en céramique ici présente un bleu pétrole saisissant avec une finition brossée soleil qui est tout simplement spectaculaire. Vous bénéficiez d'une étanchéité de 100 mètres et le calibre est le 69381, qui est un chronographe à roue à colonne, et vous avez également le système de remontage Peloton célèbre chez IWC. Mais j'ai aimé toute la collection Le Petit Prince, mais la fusion des index blancs très contrastés sur le cadran avec le boîtier en céramique blanche et ce bleu saisissant donne un ensemble très cohérent dans sa présentation. Donc, mon stand préféré à visiter chaque année à Watches and Wonders, vous ne vous en doutez peut-être pas, c'est probablement Parmigiani parmi toutes les marques présentes. Et c'est simplement parce qu'il réserve toujours des surprises inattendues chaque année. Je me souviens d'être allé à mon premier Watches and Wonders, je crois que c'était en 2022. Et j'ai vu la montre connue sous le nom de GMT rattrapante de la collection Tonda PF. Elle était absolument magnifique, elle m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ce que cette montre soit aussi réussie. Et puis, l'année suivante, ils ont sorti la Minute rattrapante, qui reprenait un concept similaire. Et c'est justement une idée qu'ils proposent qui consiste essentiellement à savoir comment apporter de la complication et de la complexité à un design de montre, mais ensuite, d'une simple pression sur un bouton, pouvoir les dissimuler pour obtenir cette élégance discrète. Alors, comment fusionner ces idées? La complication tout en conservant cette élégance et cette discrétion. Eh bien, nous avons vu l'aboutissement de cela cette année en 2026 avec une nouvelle montre de la marque. Celle-ci s'appelle la Tonda PF Mysterious Chronograph. Alors, qu'est-ce que cette montre? Comment fonctionne-t-elle? Elle est similaire à bien des égards à la Minute rattrapante ainsi qu'à la GMT rattrapante, mais cette fois, on introduit un chronographe. Il faut souligner que les chronographes comptent parmi les complications les plus complexes à créer pour un fabricant. Donc, ce qui est présenté ici est différent de tout autre chronographe que j'ai vu auparavant dans ce design. Donc, comme pour les modèles précédents, vous avez votre couronne standard à 3 heures, mais celle-ci n'a pas de poussoir. Donc, l'effet est différent ici. À la place, nous avons simplement un poussoir sur le côté gauche du boîtier, juste autour de la position de 8 heures. Ensuite, vous pouvez activer le mécanisme à cliquet.
Alors, comment cela fonctionne? Cette pièce possède 5 aiguilles et lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure standard, vous n'en verrez que 3. Vous avez donc une trotteuse, une aiguille des heures et une aiguille des minutes. Ensuite, appuyez sur le poussoir à 8 heures pour voir les 3 aiguilles supérieures sauter et activer le chronographe. Vous avez donc maintenant votre trotteuse pour le chronographe, puis vos aiguilles des heures et des minutes sautent à midi pour démarrer le mécanisme de chronométrage du chronographe pour les heures et les minutes. Et ensuite, lorsque celles-ci partent, vous verrez à leur place 2 aiguilles dorées des heures et des minutes pour vous assurer que vous avez toujours l'heure correcte de l'endroit où vous vous trouvez. À partir de là, vous pouvez appuyer de nouveau sur le bouton pour arrêter, puis encore une fois pour réinitialiser. Avec les aiguilles des heures et des minutes qui reviennent en arrière, elles se replacent au-dessus des aiguilles dorées des heures et des minutes. Ainsi, tout revient à un affichage traditionnel à 3 aiguilles sans que le chronographe ne fonctionne. C'est l'un des chronographes les plus impressionnants que j'ai vu et une vedette du salon Watches and Wonders. J'ai toujours adoré le travail de Parmigiani. Et en plus, pour ce modèle, vous bénéficiez d'une étanchéité de 100 mètres car il n'y a pas ce poussoir sur la couronne comme sur les précédentes rattrapantes. Autre point clé par rapport aux précédentes rattrapantes de la série, ce modèle offre une étanchéité de 100 mètres grâce à l'absence de poussoir sur la couronne. Vous avez donc une meilleure étanchéité pour cette couronne à 3 heures. Cela date des années 90, avant mon époque. Je crois que c'est en fait sorti à la fin des années 80, mais Reebok a sorti une basket connue sous le nom de Pump Series. Je pense que Dee Brown et d'autres joueurs NBA portaient ces chaussures qui sont devenues emblématiques de la culture des années 90, mais on n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait cet aspect de la culture des baskets et de la NBA qui se retrouverait intégré à l'univers d'une maison de haute horlogerie. Mais si tu devais deviner quelle marque ferait ça, Moser serait probablement le meilleur choix possible. Ils sont connus pour cette attitude plus ludique dans leur approche de l'horlogerie. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Et je pense qu'ajouter un mécanisme de type Reebok Pump au système de remontage est probablement aussi audacieux que ce que tu trouveras dans l'industrie. Voici donc la série Moser Streamliner Pump. C'est un boîtier de 40 mm et voici comment cette montre fonctionne. Donc, en gros, tu as cette protubérance à la position de 8 heures qui va bien sûr rappeler ce bouton poussoir de style pump que l'on retrouve sur ces baskets classiques. À l'intérieur, on retrouve le calibre HMC 103 avec une réserve de marche de 74 heures. Et la façon dont cette montre peut être remontée, c'est en appuyant sur le bouton poussoir, tu peux remonter le ressort moteur à l'intérieur. Donc, selon Moser, chaque pression alimente la réserve pour 1 heure grâce à un poussoir en aluminium anodisé qui transmet l'énergie de chaque pression directement au ressort du barillet. Cela active la réserve de marche visible sur le cadran. C'est comme ce petit arc et cela permet alors à la réserve de se recharger et elle aura une couleur assortie en orange à ce design de pompe. Donc, encore une fois, Moser propose une approche rafraîchissante de l'horlogerie dans une industrie qui se prend trop au sérieux. Moser prouve encore une fois qu'on peut produire une montre phénoménale sans se prendre trop au sérieux. Maintenant, l'année dernière, l'une de mes montres préférées du salon était la Zenith GFJ. Nous avons vu ce modèle sortir avec ce cadran en lapis, des éléments en nacre également ajoutés à ce cadran, mais une exécution tout simplement magnifique. En repensant au calibre 135 célèbre pour ses victoires au concours de chronométrie au milieu du 20e siècle, cette année, 2 nouvelles options rejoignent la famille GFJ. L'une sera en or jaune avec un cadran en pierre de jaspe et l'autre avec un boîtier en tantale et une pierre centrale en onyx noir. Le résultat est saisissant grâce à la combinaison du métal et de l'onyx, c'est celle qui s'est démarquée immédiatement. Donc, GFJ rendait hommage au fondateur de Zenith. Il s'agissait de Georges Favreau-Jacot. Et c'était un calibre célèbre pour avoir remporté tous ces concours de chronométrie des observatoires avec de nombreux prix surpassant beaucoup des leaders. Les noms de cette époque, et l'une des grandes raisons était l'architecture de son mouvement. Et cela va transposer cette même esthétique architecturale au 21e siècle. Donc, vous avez ce balancier massif d'environ 14 mm de largeur. C'est à peu près la moitié du diamètre du mouvement. Il suffit de retourner le boîtier et vous voyez ce gigantesque balancier qui va aider à la stabilité de cet oscillateur grâce à cette inertie du balancier. Maintenant, 2 boîtiers différents. Vous retrouvez l'or jaune avec le jaspe, puis le tantale et le centre en onyx. Il y a aussi un bracelet pour la version avec cadran en jaspe.
Si vous vous souvenez de l'année dernière avec ce qui était disponible avec le GFJ, vous avez ce bracelet à maillon fin qui peut aussi être choisi pour ce modèle, ce qui en augmentera le prix et le positionnement car le bracelet coûte à peu près autant que la montre. Mais j'aime vraiment le GFJ, j'aime cette direction pour la marque. Oui, c'est un produit phare et ambitieux pour eux, mais cela permet aussi de faire découvrir une part méconnue de l'histoire de Zenith. Alors maintenant, nous regardons Langa et cette année, beaucoup de gens s'intéressaient à la Lange One tourbillon Lumen. Lorsqu'une Lumen sort, tout le monde s'emballe et c'est compréhensible. Ces montres spectaculaires attirent souvent le plus d'attention. Mais pour mes goûts personnels, j'ai en fait apprécié les nouveaux calendriers annuels Saxonia en 36 mm. Vous avez le choix entre une version en or rose et une version en or blanc. Lancée en 2010, la série de calendriers annuels de la gamme Saxonia est un favori discret de Lange. Celle-ci reçoit maintenant un nouveau boîtier plus petit. Vous obtenez un diamètre de 36 mm et une épaisseur de 9,8 mm. Et vous avez aussi une phase de lune qui ne nécessite qu'une correction tous les 122,6 ans. Maintenant, le calibre est également nouveau. Donc, vous avez un L207.1 qui rend tout cela possible. Il est composé de 491 composants, fonctionne à une fréquence raisonnable de 20 et 1600 alternances par heure, ce qui donne cette sensation classique de glace chute. 60 heures de réserve de marche à cette fréquence, on retrouve toutes les finitions et détails auxquels on s'attend de Lange avec le coq de balancier gravé. Vous avez un régulateur à colle de cygne, un rotor en platine, des chatons en or et les magnifiques côtes de glace chute sur les ponts. Maintenant, c'est l'une des plus petites montres que Lange fabrique actuellement et elle s'adresse à ceux qui préfèrent des dimensions classiques au poignet tout en ajoutant la complication améliorée. Et c'est là le point essentiel, ajouter une complication à l'ensemble, ce qui rend cette montre de 36 mm encore plus impressionnante. Donc, parmi toutes les marques présentes au salon cette année qui ont démontré une grande variété au plus haut niveau, je pense que l'honneur du meilleur dans ce domaine revient à Patek Philippe. Et la raison, c'est simplement la quantité impressionnante de segments différents dans lesquels ils se sont spécialisés, et il n'y avait pas qu'une seule montre qui se démarquait. Ils ont présenté de nombreuses pièces cette année. Vous avez vu une 5270 avec de superbes cadrans. Vous avez la 5227G avec ce cadran opalin doré rose. J'ai toujours aimé ce design, surtout avec la 6196 sortie l'an dernier. Je trouve que la gamme Calatrava s'améliore et adopte enfin une approche du 21e siècle tout en restant centrée sur l'horlogerie classique. Et puis vous avez la Nautilus anniversaire à 38 mm avec ce boîtier extra plat tellement fin qu'ils ont dû changer l'emplacement de l'indicateur en diamant pour le boîtier en platine. Ils l'ont placé sur le côté du boîtier, pas à 6 heures. À 38 mm, c'est l'un des plus beaux hommages vus ces 5 dernières années. Ils ont ensuite sorti la référence 5249R avec la fable du corbeau et du renard au centre. Il y a un morceau de fromage sur une aiguille rétrograde. Franchement, on ne pourrait pas inventer ça. Patek a proposé beaucoup de nouveautés cette année, mais la plus impressionnante était sans doute la nouvelle Celestial Sunrise and Sunset, la 6105 G001. C'est leur première montre bracelet indiquant les heures de lever et de coucher du soleil. J'ai pu la manipuler et observer son fonctionnement. Et donc, ce qu'ils ont ici, si vous connaissez la Célestiale, c'est similaire dans le sens où il y a cette carte complète du ciel montrant la voûte céleste telle qu'on la voit au-dessus de Genève. Et aussi les mesures de la phase de la Lune, l'orbite lunaire et le temps sidéral. Et ce cadran entièrement en saphir rendra tout cela visible sur l'affichage ici. Mais probablement, la principale zone sur laquelle se concentrer, ce sont les heures de lever et de coucher du soleil qui sont affichées parfaitement opposées l'une à l'autre de chaque côté de ce cadran. Ce qui était vraiment ingénieux, c'est que Patek a aligné la roue de date extérieure pour qu'elle serve aussi d'indicateur des heures de lever et de coucher du soleil. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont légèrement décalé l'échelle des 31 jours. Cela ne trouble pas l'œil. Au contraire, cela améliore même la symétrie du cadran. Vous remarquerez donc que les échelles de chaque côté se rapprochent symétriquement tout en permettant aux aiguilles correspondantes du lever et du coucher du soleil d'indiquer ces deux moments à différentes périodes de l'année. Je trouve que c'est une façon vraiment ingénieuse de faire cela tout en intégrant la date à cette échelle, ce qui ajoute une double utilité à cette fonction. Et puis, un autre élément final inclus dans la présentation était une fonction de réglage rapide pour prendre en compte l'heure d'été. Donc, si cela arrive, vous avez la possibilité en tant que propriétaire de le faire quand c'est nécessaire. Mais bon, les gars, voilà ma vidéo où je regarde les meilleures montres de Watches and Wonders 2026. Dans l'ensemble, c'était un bel événement.
Je dirais que le facteur wow de la présentation était un peu plus discret pour beaucoup de marques. C'était plutôt un retour aux bases pour de nombreuses marques. Qu'est-ce qui fonctionne? Concentrons-nous encore plus sur ce qui marche. Il ne s'agit pas de prendre des risques audacieux dans le design des montres, c'était simplement mon ressenti général sur place. Il y avait un peu moins de ferveur dans certaines des sorties de montres. C'était davantage des sorties pratiques de la part de beaucoup de ces marques axées sur ce qui fonctionne. Mais qu'avez-vous pensé de Watches and Wonders cette année? Aussi, si vous n'avez pas encore regardé les différents modèles qui ont été présentés en dehors de ce dont on a parlé ici, voici simplement quelques-uns de mes préférés personnels. Je recommande ce guide utile qui présente toutes les marques participantes. Ce n'est qu'un aperçu, il y a beaucoup à découvrir. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Merci pour votre soutien. Et si vous deviez choisir une seule montre du salon comme votre préférée, laquelle serait-ce? Laissez un commentaire ci-dessous. Consultez également teddybolizé.com, revendeur agréé de plus de 30 marques. Tout achat sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et une garantie constructeur sur tous nos produits. Et si vous avez vu quelque chose de spécifique au salon que vous souhaitez découvrir ou acheter, n'hésitez pas à nous contacter si nous représentons l'une de ces marques. Nous serons ravis de vous aider. Le chat en direct est probablement le meilleur moyen. Nous sommes toujours disponibles sur le chat en direct au moins 18 heures par jour, alors n'hésitez pas à nous envoyer un message là-bas et nous serons heureux de vous donner un délai et de vous aider concernant la disponibilité de ce produit. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous, à très bientôt.